Ils ont décidé de montrer pas de murmures, pas de couloirs, pas de négociations invisibles. Un État dit nous mettrons le complot à la télévision. Et à cet instant précis, la question n'est plus judiciaire, elle devient politique, elle devient stratégique, car quand un gouvernement choisit la caméra, il ne cherche pas seulement la vérité, il cherche le sens, qui est le traître, qui est le sauveur, et qui parle au nom de la nation, et surtout, il disent qui a encore le droit de parler. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une improvisation, c'est une décision accumulée. Une réponse construite dans un contexte où l'exil n'est plus une garantie, où la distance n'est plus une protection, quand les autorités disent nous diffuserons. Elles n'adressent pas seulement un message à un ancien dirigeant extradé, elles parlent à tous ceux qui regardent en silence, à ceux qui financent dans l'ombre, à ceux qui calculent leurs options en pensant que l'Afrique oublie vite. La caméra devient un avertissement, mais un avertissement est aussi une arme, et toute arme mal maîtrisée finit par frapper autre chose que sa cible. Pourquoi cette idée séduit-elle autant les citoyens ? 3. Parce que la fatigue est profonde. Fatigue des enquêtes qui disparaissent, fatigue des commissions sans conséquence, fatigue des puissants qui négocient leur innocence loin des regards. Alors le peuple dit montrez-nous, que tout soit visible, que tout soit jugé, mais ici commence le vrai conflit. La transparence peut éclairer ou elle peut brûler. Une confession diffusée n'est pas une preuve, une déclaration gouvernementale n'est pas un verdict. Avant que le tribunal ne parle, le message politique, lui, a déjà été entendu. Et ce message est clair, doit devenir l'ère des sorties confortables, touche peut-être à sa fin. La question n'est donc pas faut-il montrer ? 3. La vraie question est qui contrôle ce que montrer signifie. 3. Parce que lorsque le sens est capturé, la légitimité suit. Et lorsque la légitimité est acquise, presque tout devient possible. Autrefois, un coup d'État arrivait la nuit et parlait à la radio. Aujourd'hui, il arrive en plein jour et parle à travers ton téléphone. Le coup n'est plus seulement militaire, il est narratif. Parce que la première bataille ne se joue pas au palais présidentiel, elle se joue sur le sens, qui est le héros, qui est le traître, qui sauve la nation, qui la déstabilise, qui est patriote, qui est acheté. Celui qui contrôle ses réponses, Dynamite ne contrôle pas seulement la foule, il contrôle la légitimité, et avec la légitimité, presque tout devient négociable. Voilà pourquoi le pouvoir moderne aime les caméras. Le pouvoir ne veut plus seulement l'obéissance, il veut la croyance. Quand l'État diffuse des confessions, il ne parle pas seulement aux citoyens, il parle aux officiers ambitieux, aux financiers discrets, aux intérêts locaux ou étrangers qui préfèrent l'instabilité parce que l'instabilité se négocie mieux. Mettre le complot sous les projecteurs fait 2 choses à la fois. Cela décourage le prochain conspirateur et cela avertit le sponsor silencieux. Mais cette logique a un prix car la visibilité n'est pas neutre. Elle transforme la justice en scène et sur une scène, ce n'est pas la vérité qui gagne, c'est ce qui frappe le plus fort. Une armée le sait, les armées chez un protègent leurs fractures internes. Elles évitent l'humiliation publique. Elles craignent que la discipline devienne spectacle. Dans le Sahel, l'information est une munition. Un détail divulgué peut tuer une patrouille. Une faiblesse révélée peut devenir une embuscade. Voilà la collision. Les citoyens disent le secret protège les criminels. Les militaires répondent le secret protège l'État. Les deux ont raison. Et c'est précisément cela qui rend la situation dangereuse, car lorsque la transparence devient théâtre, la justice peut mourir en public et lorsque le secret devient réflexe, l'impunité s'installe. Ce débat n'est donc pas émotionnel, il est structurel. Il pose une question brutale et l'institution est-elle assez forte pour laisser la vérité respirer sans se réfugier dans la mise en scène ? 3. Un État solide n'a pas besoin de spectacle pour être cru. Un État fragile en dépend pour survivre. Et c'est là que le test commence vraiment. Admettons une vérité inconfortable.
Dia. L'Afrique ne connaît pas des coups d'État parce que le coup d'État serait une culture. Elle les connaît parce que les institutions ont été affaiblies jusqu'au point où la violence devient une carrière. Quand les tribunaux ne sont plus crédibles, le pouvoir se règle par les armes. Quand les élections ne sont plus crues, la légitimité se règle par la rumeur. Quand les parlements deviennent décoratifs, l'exécutif commence à se comporter comme un roi muni de formulaires. Et dès que les rois apparaissent, les conspirateurs suivent. Voilà pourquoi le débat sur les procès télévisés ne concerne pas une salle d'audience, il concerne la capacité de l'État à supporter la vérité sans s'effondrer. Dans le passé, beaucoup de dirigeants africains ont été battus 2 fois, battus politiquement, puis enterrés narrativement. Avec peu de médias locaux puissants, une seule voix devenait la vérité. Des rédactions étrangères cadraient l'histoire, des élites locales reprenaient ce cadrage, et les citoyens étaient entraînés à craindre ou haïr ceux qui menaçaient des arrangements établis. Aujourd'hui, l'architecture a changé. Un citoyen a un téléphone, un soldat a une caméra, la diaspora amplifie, les gouvernements, les ambassades, les intérêts privés inondent le même espace. Le champ de bataille est plus large, plus bruyant, plus rapide. C'est dans ce contexte que les autorités cherchent à frapper les premières. Définir l'ennemi avant qu'il ne se définisse, définir l'État avant qu'on ne l'explique de l'extérieur, empêcher l'enterrement narratif. La logique est compréhensible, mais la logique n'est pas la légitimité. La légitimité, c'est la procédure, la preuve testée, la défense autorisée, le juge indépendant. Sans cela, la caméra n'éduque pas, elle intimide. Une république n'est pas une humeur, c'est une méthode. Elle se construit sur la retenue. Un empire, lui, vit d'exceptions, et chaque gouvernement armé, partout dans le monde, fait face à la même tentation de confondre la force avec la vérité. Quand les armes parlent trop fort, les institutions se taisent. Et quand les institutions se taisent, la caméra devient le tribunal. C'est là que le danger devient systémique. Lorsque le pouvoir dit « nous allons montrer », je ne regarde pas la caméra. Je regarde la discipline derrière la caméra, parce que la caméra peut servir le droit, ou elle peut servir la domination. Si elle sert le droit, elle éduque. Si elle sert le pouvoir, elle intimide. Si elle sert le droit, elle limite l'État. Si elle sert le pouvoir, elle l'agrandit. Voilà la ligne de fracture. Dans l'histoire récente, beaucoup de dirigeants qui ont défié des arrangements externes n'ont pas seulement affronté des balles ou des sanctions, ils ont affronté l'enterrement narratif, décrit comme fou, décrit comme dangereux, décrit comme des menaces pour la stabilité. Parfois, ils étaient imparfaits, parfois, ils étaient durs, parfois, ils se trompaient, mais le schéma restait constant. Quand un dirigeant menaçait un profit, la morale apparaissait soudainement. Quand il menaçait un contrôle, les valeurs devenaient des titres. Aujourd'hui, l'usage des médias vise à empêcher cela. Dire « vous ne nous définirez plus de l'extérieur », dire « nous ne serons plus expliqués par ceux qui ne portent pas nos morts ». Cette impulsion peut être légitime, mais elle n'absout pas le droit. Une propagande ne devient pas noble parce qu'elle est locale. Un mensonge ne devient pas vérité parce qu'il est africain. Une oppression ne devient pas justice parce qu'elle porte un drapeau. C'est ici que 2 idées doivent coexister. L'Afrique doit posséder son récit et l'Afrique doit protéger son intégrité juridique. Choisir le récit sans le droit, c'est devenir bruyant et injuste. Choisir le droit sans le récit, c'est devenir silencieux et suspect. La caméra est donc un test d'un pas de courage. De maturité, car un État peut gagner une journée de télévision et perdre une décennie de crédibilité. La question n'est plus symbolique, elle est stratégique. Et ses conséquences dépassent largement un procès. Revenons à la question que les civils posent sans détour. Dans 2, Zidian, pourquoi ne pas tout montrer ? 3, pourquoi ne pas diffuser chaque confession ? 3, pourquoi ne pas exposer chaque sponsor ? 3, parce qu'un État n'est pas un théâtre. C'est une machine de sécurité, une machine juridique, une machine diplomatique.
Et quand on fait fonctionner une machine de sécurité comme un spectacle, on crée des vulnérabilités, on divulgue des méthodes, on révèle des sources, on expose des unités, on transforme des failles classifiées en divertissement public. Un pays sérieux ne confond pas curiosité et stratégie. La vraie question n'est donc pas montrée ou cachée, la vraie question est montrée avec responsabilité. Et la responsabilité exige des règles. Sans règles, la diffusion devient une démonstration de force, pas un exercice de justice. Voilà à quoi ressemble une visibilité responsable. Concrètement, quand l'État diffuse, il doit aussi protéger. Quand il accuse, il doit aussi prouver. Quand il expose, il doit aussi permettre la défense. Quand il punit, il doit aussi préserver, la dignité. Quand il parle, il doit aussi publier des archives. Sinon, la caméra devient un outil de domination psychologique, pas un instrument institutionnel. Parlons maintenant aux citoyens directement. Tu veux voir le procès parce que tu veux de la confiance. Tu veux de la confiance parce que tu as été trahi trop souvent. Tu as vu des élites négocier dans l'obscurité. Tu as vu des crimes publics réglés par des pardons privés. Ce désir est légitime, mais il contient un piège. Si les citoyens deviennent dépendants du spectacle, ils cessent d'exiger des institutions. Ils exigent du drame. Ils exigent de l'humiliation, ils exigent une punition immédiate. Et un jour, le même spectacle qui les a rassurés sera utilisé contre eux. Un citoyen mûr ne demande pas seulement l'exposition, il demande la procédure. Il pose des questions simples, mais fondamentales. Quelle est l'accusation? 3S. Quelle est la preuve? 3S. Qui témoigne? 3S. Le témoin est-il protégé? 3S. La défense peut-elle parler? 3S. Le juge est-il indépendant? 3S. Le dossier est-il publié? 3S. Le verdict est-il motivé? 3S. Peut-il être contesté? 3S. Ces questions ne sont pas ennuyeuses, elles sont la liberté. Parlons maintenant à l'État. S'il veut diffuser, la diffusion doit servir l'institution, pas la personnalité d'un dirigeant, pas la colère de la foule, pas la propagande du régime. Cela exige un travail difficile, pas spectaculaire. Créer une base légale claire pour la diffusion, définir ce qui est en direct et ce qui est différé. Mettre en place des protocoles de censure quand la sécurité nationale est réelle, garantir les droits de la défense sans intimidation, publier les dossiers complets pour empêcher la manipulation par montage. C'est ainsi que la visibilité devient légitimité. Sinon, on peut gagner le moment, mais perdre la décennie, car la peur peut produire l'obéissance, mais elle ne produit jamais la confiance durable. La confiance durable a un nom, crédibilité, et la crédibilité est lente, elle est méthodique, elle est peu spectaculaire. C'est précisément pour cela que tant de régimes la détestent. Regardons maintenant l'environnement plus large, parce qu'aucune décision n'existe dans le vide. Le Sahel est en réalignement public. Mali, Burkina Faso, Niger ont quitté la CEDEAO, une architecture régionale se ferme, une autre tente de naître. Les alliances se redessinent, les frontières deviennent politiques, les passeports deviennent symboliques. Chaque geste est observé par les voisins, par les rivaux, par les puissances étrangères, par les marchés. Dans ce contexte, le silence n'est plus neutre, le silence est interprété comme faiblesse. Et la faiblesse attire les intrigues, les pressions, les manipulations. Quand un État dit « nous montrerons », il ne parle pas seulement à ses citoyens, il parle aux services de sécurité régionaux, aux élites politiques voisines, aux bureaux d'intelligence étrangers, aux acteurs économiques. Il dit « nous contrôlons », il dit « nous voyons », il dit « nous ne sommes pas aveugles ». La visibilité devient alors un signal de puissance. Pas un détail technique, une posture stratégique,
Mais c'est ici que surgit le risque majeur de confondre le signal avec la substance. Un État peut signaler la force tout en affaiblissant ses propres fondations. Un État peut paraître solide tout en rendant sa justice dépendante de la mise en scène d'un instant et dans les yeux des investisseurs. La question est froide, sans émotion. De deux, la procédure est-elle prévisible? 3S, le droit est-il stable? 3S, là où la politique domine-t-elle le tribunal? Non, 3S, l'argent fuit l'incertitude. Toujours, un procès télévisé peut réduire l'incertitude s'il montre la méthode. Il peut l'amplifier s'il montre la domination. C'est là que se joue l'enjeu décennal. Pas la popularité immédiate, pas l'ovation du moment, la trajectoire longue, car un État peut gagner une bataille narrative et perdre la guerre institutionnelle. Et l'histoire ne récompense pas les cris, elle récompense les systèmes qui survivent à ceux qui les dirigent. La caméra, ici, n'est qu'un amplificateur. Elle amplifie la discipline ou elle amplifie le désordre. Elle ne crée rien. Elle révèle. C'est ici que surgit la notion la plus dangereuse de toutes, le standard. Un standard détruit les excuses, sans standard. On peut blâmer l'histoire éternellement, blâmer le colonialisme, blâmer les marchés mondiaux, blâmer la complexité. Diatem, avec un standard, une autre question apparaît, de 2, qu'as-tu fait avec ce que tu avais? 3S, et cette question fait peur. Aux dirigeants, aux élites et à certains arrangements externes, un continent qui se mesure devient moins dépendant. Un continent qui se mesure négocie plus durement. Il demande des contrats clairs, des audits réels, de la valeur locale, du transfert de compétences, des infrastructures. Pas seulement des discours, voilà pourquoi le standard dérange plus d'un camp. Mais attention, je ne parle pas de vénérer un homme, je ne parle pas de transformer un uniforme en religion. Les hommes passent, les standards restent. Les standards pour les marchés publics, les standards pour les finances publiques, les standards pour la justice, les standards pour le professionnalisme militaire, les standards pour les médias, les standards pour l'éducation civique, les standards pour la coopération régionale. Sans standard, la compétence devient une exception, l'intégrité devient un miracle, le service devient une performance. Et voici la vérité la plus inconfortable. Le plus grand danger pour l'Afrique n'est pas un mauvais dirigeant. L'Afrique a survécu à de mauvais dirigeants. Le vrai danger, c'est une population entraînée à considérer le mauvais leadership comme normal. C'est là que se joue la guerre réelle, mais pas dans un tribunal, pas sur un plateau de télévision, dans ce que les citoyens acceptent comme minimum. Si les procès télévisés deviennent du spectacle, ils abaissent le standard et s'ils deviennent une salle de classe qui enseigne la procédure, ils l'élèvent. Et tout se joue ici. Revenons à l'essentiel. Ce débat n'a jamais été une affaire d'image, il a toujours été une affaire de méthode. Un complot est allégué, un ancien dirigeant a été extradé, des confessions ont été diffusées et un pays entier se demande jusqu'où la lumière doit aller. Ce n'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un continent qui décide si la vérité sera un secret ou une discipline. Si la République choisit la diffusion sans règles, elle gagnera l'instant, mais elle perdra la confiance. Et la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas avec des caméras. Si la République refuse toute visibilité, elle nourrira les rumeurs, les manipulations, les accords obscurs, et le poison du soupçon continuera de circuler. Il n'y a donc pas de refuge confortable, seulement des choix coûteux. La voie adulte est étroite. Elle exige que la caméra serve la procédure, que la visibilité serve l'institution, que la justice reste une justice, même sous les projecteurs, car quand les tribunaux sont crédibles, les caméras deviennent secondaires, quand les armées sont professionnelles, les conspirateurs deviennent marginaux, quand les audits sont réels, les voleurs craignent la lumière, quand les citoyens sont formés,
la propagande meurt de faim. C'est cela. L'objectif, mais pas de montrer, d'institutionnaliser. Dans Burkina Faso se tient à une intersection dangereuse. Ce qui sera choisi ici sera observé ailleurs, imité ou rejeté, amplifié ou puni. La question finale n'est donc pas juridique, elle est civilisationnelle. L'Afrique continuera-t-elle à punir ceux qui deviennent des instruments de mesure 3C, ou décidera-t-elle enfin que l'excellence n'est plus une exception, mais le minimum 3S, la justice doit-elle être visible à tout prix ou crédible à long terme 3S, quelles règles refuseriez-vous de sacrifier, même sous pression 3S. Et surtout, que sommes-nous prêts à exiger, non pas des hommes, mais des systèmes 3, réfléchissez, discutez, engagez-vous, parce que l'avenir ne se joue pas dans le bruit, il se joue dans les méthodes que nous acceptons quand personne n'applaudit. 10.